Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Daniel Bell de l'Université de Hong Kong pour discuter du modèle de développement de la Chine, de son système politique, de sa diplomatie économique et de ce à quoi s'attendre lorsque la Chine deviendra la première économie mondiale, si ce n'est pas déjà le cas bien sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Merci, j'ai hâte de participer à cette discussion. J'ai publié 11 livres et je vous cite dans presque chacun d'entre eux. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui, donc encore merci. Je pensais qu'un bon point de départ serait votre livre sur la méritocratie en Chine, où vous décrivez la gouvernance chinoise comme un mélange fondé sur le mérite et l'expérimentation, mais comportant aussi de forts éléments de démocratie. Je me demandais si vous pouviez nous aider à mieux comprendre le système politique chinois, car on en parle de plus en plus souvent en termes de slogans politiques ou... Oui, merci. La première chose, c'est que nous devons mettre de côté le type d'idéaux politiques que nous avons appris en Occident. Je viens du Canada, et surtout dans l'ère d'après-guerre, il y a eu une sorte de consensus selon lequel il n'existe qu'une seule manière légitime de choisir les dirigeants, à savoir par des élections démocratiques. Toutes les autres formes sont qualifiées d'autoritaristes, et nous ne faisons pas vraiment la distinction entre la Corée du Nord, les dictatures familiales ou les régimes militaires comme au Myanmar, et ainsi de suite. La Chine est un autre, disons, animal politique. La première chose à noter, c'est que c'est un grand pays, évidemment c'est une évidence. Mais il existe une sorte de consensus en Chine, du moins parmi les élites politiques et les réformateurs, selon lequel il n'y a pas une seule manière de choisir les dirigeants. Et cela dépend du niveau de gouvernement. Au niveau le plus bas, dans les villages par exemple, la plupart des villageois connaissent très bien leurs dirigeants. Il est logique d'y recourir à des élections démocratiques, car les gens savent qui est susceptible d'être corrompu, qui ne l'est pas, qui est plus compétent et qui l'est moins. Mais plus on monte dans le système politique vers le sommet, plus la relation entre le peuple et les dirigeants devient distante, et les citoyens n'ont tout simplement pas les informations nécessaires pour porter de bons jugements. Au plus haut niveau, les décisions sont également beaucoup plus complexes. Je veux dire, pensez aux décideurs au sommet du gouvernement en Chine. Ils doivent prendre des décisions concernant le changement climatique. Cela exige une réflexion à long terme. Cela requiert des connaissances en sciences de l'environnement, en économie, en philosophie, en histoire et ainsi de suite. Cela demande aussi, idéalement, une longue période de formation à des niveaux inférieurs du gouvernement afin d'augmenter la probabilité que les dirigeants prennent des décisions politiques éclairées. Au plus haut niveau de l'État, j'appelle cet idéal la méritocratie politique. Bien sûr, ce n'est pas mon invention. Il s'agit simplement de donner du sens à ce qui existe déjà. En chinois, on appelle cela Zheng Xianxi, et c'est l'idée selon laquelle le système politique devrait viser à sélectionner et promouvoir des responsables publics dotés d'une capacité et d'une vertu supérieure à la moyenne. En pratique, cela signifie que les dirigeants politiques bénéficient de plusieurs décennies de formation aux échelons inférieurs du gouvernement, idéalement avec un parcours éprouvé, sans corruption, et en ayant servi dans différentes branches de l'administration, parfois dans des provinces pauvres, dans des provinces plus riches, dans des entreprises d'État et dans des fonctions purement politiques. S'ils réussissent dans tous ces domaines, ils peuvent alors, en principe, être sélectionnés et promus à des niveaux supérieurs du gouvernement. Et qu'en est-il entre-temps? Eh bien, entre-temps, nous ne savons pas exactement ce qui fonctionne ou non. Donc, il y a une marge d'expérimentation dans la sélection et la promotion des dirigeants. Par le passé, jusqu'à il y a peut-être 15 ans,
Il existait une sorte de consensus selon lequel il fallait promouvoir les dirigeants qui réussissaient à développer l'économie, car c'était le meilleur moyen de réduire la pauvreté. Mais depuis, les problèmes sont devenus bien plus complexes, n'est-ce pas? Il existe un énorme fossé entre les riches et les pauvres. Des catastrophes environnementales et la réduction de la pauvreté restent un enjeu. Alors, comment pouvons-nous sélectionner et promouvoir des dirigeants selon ces différents types de critères? Eh bien, nous menons des expériences. Nous voyons si cela fonctionne dans une province. S'il existe un moyen d'évaluer avec précision la capacité à promouvoir la durabilité environnementale, par exemple à Hangzhou, alors cela pourrait être généralisé à d'autres régions de la Chine. C'est pourquoi, en tant qu'idéal, ce livre cherche simplement à donner du sens à ce qui existe déjà. En fait, cela vient uniquement de mon expérience de travail à l'université de Tsinghua en Chine, qui est réputée pour former des dirigeants politiques. J'ai réalisé que mes collègues débattaient de questions telles que comment sélectionner des dirigeants dotés d'une capacité et d'une vertu supérieure à la moyenne? Quelle capacité compte? Quelle vertu compte? Quelle est la relation entre la capacité et la vertu? Comment évaluer la capacité? Comment évaluer la vertu? Et comment cela fonctionne-t-il différemment selon les niveaux de gouvernement? Je me suis dit, waouh, c'est un sujet fascinant. J'ai donc écrit un livre qui tente de donner du sens à cet idéal. Donc, l'idéal de base, sous forme de slogan, est qu'aux niveaux inférieurs du gouvernement, on s'appuie beaucoup plus sur des mécanismes démocratiques et qu'au plus haut niveau, on s'appuie davantage sur la méritocratie politique. Entre les deux, il y a beaucoup de place pour l'expérimentation. C'est l'idéal, et je pense qu'il est en partie ancré dans la réalité. Mais bien sûr, il existe un grand écart entre l'idéal et la réalité. Vous savez, on constate encore, par exemple, qu'il y a beaucoup de corruption dans le système. Et si le système fonctionnait bien, il n'y aurait pas de corruption, n'est-ce pas? Parce que la vertu signifie au minimum ne pas être corrompu. Mais la question est, quelles normes devons-nous utiliser pour évaluer le progrès ou le recul politique? Et ici, je dirais que nous devons mettre de côté ce que nous avons appris, enfin dans mon cas, au Canada, et utiliser une norme que les gens d'ici emploient pour évaluer le progrès politique. Cette idée de s'appuyer davantage sur des mécanismes démocratiques au niveau inférieur du gouvernement, de recourir davantage à des mécanismes méritocratiques au niveau supérieur, et de permettre beaucoup d'expérimentation entre les deux, je pense que c'est une norme appropriée pour le contexte politique chinois. En raison de la taille du pays, en raison de sa culture politique, cet idéal de méritocratie politique a une longue histoire. Et au cours des dernières décennies, il y a eu une transformation radicale du système politique. En somme, une réinstitutionnalisation de ce système méritocratique. Vous savez, les gens disent souvent, « Waouh, en Chine, il n'y a eu aucune réforme politique, beaucoup de réformes économiques, mais aucune réforme politique, parce que la même organisation est toujours au pouvoir. » Mais je veux dire, la Chine d'aujourd'hui, comparée à celle de la révolution culturelle, c'est une situation complètement différente, un système politique complètement différent, non? La révolution culturelle, c'était le chaos total et la destruction de la bureaucratie. Depuis, on a tenté de rétablir un système bureaucratique complexe, où les fonctionnaires sont d'abord sélectionnés par des examens, puis évalués selon leur performance aux échelons inférieurs du gouvernement, ce qui reflète en gros ce qu'on trouvait dans la plupart de la Chine impériale. Pas tellement sur le fond, mais sur la forme. C'est donc vraiment fascinant, je trouve, d'explorer et de comprendre cela. Désolé pour la réponse un peu longue. Non, non, c'est bien.
Et cette méritocratie, on peut presque y ranger certains des grands penseurs occidentaux. Je veux dire, si l'on regarde Platon, il ne considérait pas nécessairement la démocratie comme la meilleure voie pour gouverner. Il faisait remarquer que, lorsque l'on choisit le meilleur capitaine d'un navire, on recherche la compétence, le mérite. Et il était donc assez prudent en affirmant que lorsqu'on met en place un gouvernement, il ne devrait pas simplement s'agir de celui qui se vend le mieux. Il y a donc une forte. C'est aussi pour cela que Platon était d'ailleurs assez critique quant à la durabilité de la démocratie. Pourquoi elle pouvait être une étape transitoire vers la tyrannie. Mais, Je suis tout à fait d'accord. L'idéal de la méritocratie politique n'est pas étranger à l'Occident. Comme vous le dites, la République de Platon est une défense pure de la méritocratie politique, où les dirigeants sont choisis après des décennies de formation en fonction de leurs capacités et de leurs vertus. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons la République, nous ne l'utilisons pas comme modèle pour réfléchir au système politique contemporain. N'est-ce pas? En Norvège ou au Canada, ce serait insensé de le faire. Même à la fin du 19e siècle, John Stuart Mill, le grand libéral, disait « Eh bien, bien sûr, tout le monde n'a pas la capacité de porter des jugements politiques éclairés. Nous devrions accorder des votes supplémentaires aux électeurs instruits. » Si je disais cela à Montréal, les gens penseraient « Ce type est fou ». Quelque chose a changé en Occident. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce consensus très dogmatique selon lequel tout le reste n'a pas d'importance. La taille du gouvernement, la culture politique, l'histoire, les conditions nationales. Il n'existe qu'une seule manière légitime de choisir les dirigeants. C'est une idée folle, mais c'est fondamentalement un pur dogme qui a saisi les esprits en Occident. Désolé pour la polémique, je ne fais qu'approuver ce que vous dites. Oui, je pense que cela revient aux bases de ce que signifie être citoyen, car un citoyen a à la fois des droits et des responsabilités. Mais dans les sociétés libérales, nous avons tendance à ne nous concentrer que sur les droits. Dans les premières démocraties, il y avait une raison pour laquelle seuls les hommes propriétaires terriens étaient autorisés à voter. Parce qu'ils avaient le temps et la capacité de faire preuve de responsabilité et d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Donc, je suppose qu'il n'est pas si étrange d'exiger la même chose de nos dirigeants, qu'ils ne soient pas seulement doués pour le marketing. Cependant, j'ai trouvé intéressant que tu mentionnes la Chine. Pour eux, compte tenu de la taille du pays, c'est une manière d'organiser leur société. Et c'est assez unique, car je n'ai pas vraiment entendu les Chinois présenter cela au monde comme un modèle universel, comme s'ils en étaient les champions, et que le reste du monde devait suivre la Chine. Alors d'accord, deux choses. D'abord, à propos de ce que tu as dit plus tôt, l'idéal de la méritocratie repose aussi sur cette idée d'égalité des chances au départ, que l'on retrouve également dans la République de Platon, n'est-ce pas? Où les femmes comme les hommes pouvaient être gardiens, c'est-à-dire rois et reines philosophes. C'est similaire en Chine. Dans la Chine impériale, il y avait le système des examens auxquels seuls les hommes pouvaient participer. Mais aujourd'hui, pour progresser dans le système politique, tout le monde a une égalité des chances. D'abord en passant le Gao, cet examen ultra compétitif pour entrer à l'université, puis à travers ce qu'on appelle le Gongyuan Kaoshi, l'examen pour les fonctionnaires publics. Tout le monde a des chances égales au départ, puis on sélectionne et on promeut ceux qui obtiennent de meilleurs résultats. Bref, pour revenir à ton point, oui, en Chine, il y a une conscience que c'est un système culturel unique, adapté à la Chine, mais pas nécessairement au reste du monde. Parce que dans les petits pays, comme peut-être la Suisse ou même la Norvège en termes de population, ou le Canada, il y a moins besoin de méritocratie politique au plus haut niveau du gouvernement. Tu sais, si les dirigeants canadiens prennent une mauvaise décision sur le changement climatique,
Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais si la Chine prend une mauvaise décision, je veux dire, ça pourrait vraiment signifier la fin du monde tel que nous le connaissons, plus ou moins, à cause des armes nucléaires, et ainsi de suite. Donc les grands pays ont de plus grandes responsabilités. Il est beaucoup plus important de veiller à ce que nous ayons une méritocratie politique au plus haut niveau du gouvernement dans les grands pays. Et puis la culture politique compte aussi, n'est-ce pas? En Chine, il y a cette longue histoire où ce n'est pas seulement un idéal. Cela existe depuis au moins 2500 ans. Cela a aussi été institutionnalisé à travers un système bureaucratique complexe qui a plus de 2000 ans d'histoire. Les pays qui n'ont pas cela possèdent une culture politique complètement différente et auraient du mal à la promouvoir, n'est-ce pas? Donc la Chine, je veux dire le gouvernement chinois et les intellectuels, sont pleinement conscients que c'est contextuel. C'est pas quelque chose à exporter. D'autres pays comme les États-Unis veulent exporter leurs idéaux politiques. Et sur ce point, on peut être à environ 99% sûr. J'ai été doyen dans une école appelée Université du Shandong, une grande université publique de la province du Shandong, qui se trouve dans une région d'environ 100 millions d'habitants. Nous avions de nombreux étudiants diplômés venant de pays comme le Laos et l'Éthiopie, qui voulaient en apprendre davantage sur le système politique chinois. Mais ce n'était que des éléments, des fragments. L'idée que l'ensemble du système politique chinois puisse être exporté, disons, au Rwanda, c'est complètement fou, non? Mais certains aspects peuvent être étudiés. Voilà, enfin, oui. J'aurais dû préciser plus tôt que, dans le monde d'aujourd'hui, puisque le travail implique moins d'efforts physiques, les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Il est donc évident qu'elles devraient avoir les mêmes opportunités en matière de gouvernance. Mais, ce que tu as décrit est intéressant. C'est plus décentralisé, à la base, là où l'on peut expérimenter différentes formes de gouvernance. Et ce qui fonctionne est ensuite essentiellement élevé dans le système politique. Cela lui permet de se transformer lui-même. Tu viens de souligner que la Chine est très unique à bien des égards. C'est une entité complètement différente. C'est intéressant, car en sciences politiques, on distingue généralement deux approches. La vision réaliste, selon laquelle tous les États agissent plus ou moins de la même manière en fonction de la répartition internationale du pouvoir, c'est-à-dire que l'environnement externe dicte le comportement des États. Mais l'argument opposé soutient que les caractéristiques internes influencent également le comportement des États. Ainsi, dans la mesure où les États sont distincts, avec leurs propres traditions, leur histoire et leur culture, cela façonnera leur manière d'agir. Bien sûr, une seule théorie ne prouve pas tout. Les deux peuvent être vrais dans une large mesure. Mais vous abordez une partie de cela dans votre livre sur l'importance de la pensée politique chinoise ancienne. Vous soulignez que les débats politiques les plus fascinants ont eu lieu en Chine il y a 2000 ans, et que cela continue encore aujourd'hui à nourrir les discussions. Pourriez-vous développer ce point, approfondir cet argument? Merci. Avant que la Chine ne soit unifiée sous le premier empereur autoproclamé, Qin Shi Huangdi, il y a environ 2200 ans, ce n'était pas encore un pays unique. Il existait différents États qui se disputaient la suprématie politique. Il y eut deux grandes époques avant cela, la période des printemps et automnes, durant laquelle il y avait de nombreux États mais pas encore de guerre totale et impitoyable. Puis la période des royaumes combattants, qui, comme son nom l'indique, fut une époque de guerre presque constante et totalement dévastatrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces deux périodes, même si la situation était terrible, un peu comme dans les relations internationales, les intellectuels, ceux que nous appellerions aujourd'hui des intellectuels,
pouvaient voyager d'un État à l'autre et tenter de conseiller les dirigeants en les persuadant de leur point de vue politique. Et c'est ce que les grands penseurs qui sont devenus connus comme les fondateurs de la tradition confucéenne, tels que Confucius, Mencius et Xunzi, ainsi que ceux qui sont devenus connus comme les fondateurs de la tradition légaliste, tels que Han Feizi et Shang Yang, sans oublier les moïstes et les daoïstes, avaient tous des idéaux politiques différents. Dans une certaine mesure, beaucoup d'entre eux ont tenté de voyager d'un État à l'autre pour persuader les souverains. Il y a une certaine ironie dans le fait que ceux qui ont eu le plus de succès sur le plan politique furent les légalistes. Le légalisme en chinois se dit « fajia ». Ce sont les ultra-réalistes. Pour reprendre une terminologie un peu occidentale, l'idée selon laquelle ce qui importe dans un État, c'est l'accumulation et l'expansion du pouvoir étatique. On peut employer n'importe quel moyen pour y parvenir, sans contrainte morale. Ce qui fonctionne, en fin de compte, c'est la peur et la force militaire. À l'intérieur du pays, il faut s'appuyer sur des punitions sévères pour contrôler la population, un militarisme large et impitoyable. C'est la seule voie vers le succès. Les légalistes ont été assez prospères, car ils étaient les conseillers de l'État de Qin, qui a fini par unifier la Chine en s'appuyant sur ces méthodes impitoyables. Mais ce fut la dynastie la plus brève de l'histoire chinoise, ne durant qu'environ 15 ans. Les gens disent, rétrospectivement, que l'opinion courante en Chine est que cela s'est effondré à cause d'une cruauté excessive. À la longue, le peuple n'en pouvait plus. Dès qu'il a eu l'occasion de se révolter, il l'a saisi. Leurs principaux opposants étaient les Confucéens, qui affirmaient que non, la manière d'établir un pouvoir durable et stable passe par ce que nous appellerions aujourd'hui le soft power, par l'exemple moral, la persuasion, les rituels qui unifient le peuple et des modes d'action harmonieux qui reconnaissent les différences et les conflits, mais cherchent à les résoudre pacifiquement, menant parfois même à quelque chose de meilleur. Ainsi, toutes ces idées de soft power confucéen, littéralement, elles furent des échecs à leur époque. Confucius erra d'un État à l'autre, un échec complet, puis il devint enseignant par choix secondaire. Heureusement pour nous, car ses élèves purent prendre des notes, et c'est ainsi que nous connaissons ses idées. Même chose pour Mencius, un échec politique total. Mais ensuite, littéralement, comme dans le cas de Confucius, environ 500 ans plus tard, la deuxième grande dynastie appelée la dynastie Han se fonda avant tout sur les idées confucéennes. Et cela constitua véritablement l'héritage de la culture politique chinoise. Son influence devint donc bien plus grande par la suite. Ainsi, il existe ces débats entre les réalistes et les idéalistes dans la culture politique chinoise, qui sont tout à fait fascinants, mais peu connus en Occident, du moins dans le monde anglophone. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de reprendre leurs idées, de les préserver dans leur forme originale, de les rendre accessibles et divertissantes, et de les faire débattre de ces questions intemporelles, comme celle de savoir ce qu'est une guerre moralement justifiée. Par exemple, dans un chapitre, je mets en scène Mencius, qui est un fervent défenseur de ce que nous appellerions aujourd'hui l'idéalisme, face à Shang Yang, qui défend vigoureusement ce que nous appellerions le réalisme. Ce n'est pas une correspondance exacte, mais c'est à peu près similaire. Et je les fais débattre d'une question contemporaine, comme celle de savoir si la Chine continentale devrait recourir à la force pour prendre le contrôle de Taïwan. Et de cette manière, je pouvais présenter leurs idées d'une façon accessible et divertissante, tout en montrant qu'elles restent pertinentes aujourd'hui. Mais pour revenir à ton point précédent, la manière dont tu décris le réalisme contemporain, comme disant que tout tourne autour du pouvoir de l'État et que l'histoire, on s'en fiche, je m'excuse de vulgariser tes propos,
Mais cette attitude du type « peu importe l'histoire et la culture » correspond, dans une certaine mesure, à la vision des légistes. Tu sais, Shang Yang et les autres, ils affirment que peu importe qui sont les gens ou quelles sont leurs croyances. Une fois que nous appliquons ces principes légalistes, par exemple, dans leur cas, récompenser les soldats selon le nombre de têtes ennemies qu'ils ont prises, c'est une approche purement comportementale. Plus tu tues d'ennemis, plus tu dois être promu. Et peu importe ce qui se passe dans l'esprit des gens, la culture, l'histoire, tout cela est complètement sans importance. C'est ainsi que l'on obtient un État fort. En ce sens, c'est assez proche de ces points de vue. Je ne veux pas déformer la position de certains réalistes d'aujourd'hui qui soutiennent que tout repose sur la puissance de l'État et que l'histoire n'est pas pertinente. Eh bien, les Confucéens disent non. En réalité, il faut l'envisager autrement. Dans une certaine mesure, c'est une vision universelle, selon laquelle nous devrions en fin de compte nous appuyer sur un gouvernement humain et harmonieux. Mais il faut aussi prendre en compte la culture et l'histoire lorsqu'on évalue quel type de politique a le plus de chances d'être efficace. Aujourd'hui donc, je pense, si l'on revient à la Chine contemporaine, qu'il existe, comme vous le suggérez, une opinion selon laquelle les deux points de vue contiennent une part de vérité. À savoir que la Chine est un État immense. Donc, à cause de cela, elle a certaines obligations et responsabilités similaires à celles d'autres grands États, simplement en raison de sa taille. Cela ne dépend pas de la culture ou de l'histoire. Nous avons une obligation, par exemple, comme mentionné plus tôt, en ce qui concerne le changement climatique, la régulation des armes nucléaires et de l'intelligence artificielle, ainsi que le maintien d'une économie mondiale stable. Nous avons cette obligation à cause de notre taille. Et lorsque nous traitons avec de petits États, eh bien, pour être franc, ce n'est pas une relation complètement égale, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ne le diront pas souvent ouvertement, mais c'est simplement un fait que lorsque le Canada traite avec la Chine, c'est un peu comme une relation entre un petit frère et un grand frère. Mais cela ne signifie pas que la Chine devrait exercer un pouvoir absolu sur le Canada. Et c'est là que la culture et l'histoire entrent en jeu. S'il existe une manière d'établir une hiérarchie mutuellement bénéfique à la fois pour un pays puissant et pour ceux qui le sont moins, alors c'est l'idéal, n'est-ce pas? Si l'on examine une grande partie de l'histoire chinoise, on constate qu'il existait, plus ou moins, ce type de relation mutuellement avantageuse entre la Chine, en tant que grand pays, et les puissances voisines plus faibles. Pendant la majeure partie des dynasties Ming et Qing, sur une période de 4 ou 5 siècles, il existait un système dans lequel des pays plus petits, comme la Corée, rendaient un tribut symbolique à la puissance supérieure de la Chine. Mais en retour, la Chine offrait des avantages économiques à la Corée. Ce système a duré plusieurs centaines d'années, avec très peu de guerres entre les États. Cela est bien démontré par David Kang et d'autres. Dans la société contemporaine, il existe cet idéal. Encore une fois, je ne veux pas paraître purement utopique. Bien sûr, il y a un énorme écart entre l'idéal et la réalité. Mais il subsiste l'idée que la meilleure façon d'interagir avec d'autres pays, même plus petits, est de conclure des accords mutuellement bénéfiques qui profitent aux deux parties. Et parfois, la Chine, en tant que grand pays, a effectivement des obligations supplémentaires pour aider les pays plus pauvres. Par exemple, lorsque la Chine a conclu un accord de libre-échange avec l'ASEAN, elle a déclaré « Nous allons d'abord abolir nos propres droits de douane et vous donner quelques années pour le faire vous-même, car vous êtes plus petit et plus vulnérable. » Et finalement, cela a été plutôt réussi. Donc je pense qu'il y a une vision selon laquelle, oui, d'un côté c'est une vision réaliste, nous sommes grands, et c'est un fait. Cela ne dépend ni de la culture, ni de l'histoire.
Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas une puissance expansionniste au même degré que d'autres grands pays l'ont été par le passé, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Nous allons raisonner en termes d'accords mutuellement bénéfiques qui profitent aux deux parties. Et si l'on regarde ce que la Chine, encore une fois, en s'appuyant sur ce penseur appelé David Kang, que je trouve très bon, vous savez probablement qu'il y a eu récemment un essai intitulé « Ce que veut la Chine ». Je veux dire, pour nous qui vivons en Chine, c'est assez évident. Ils ont examiné les discours des dirigeants chinois et ce qui est enseigné dans les écoles chinoises. Il n'y a rien de cette rhétorique expansionniste. Tout tourne autour de la sécurisation de la Chine, du fait que le reste du monde reconnaisse la Chine, y compris Taïwan. Mais au-delà de cela, il n'y a aucune aspiration à s'étendre politiquement. Si c'est ce qu'on enseigne dans les écoles, si c'est ce que les dirigeants croient, alors pourquoi devrions-nous craindre que la Chine devienne une grande puissance hégémonique, comme les États-Unis ou l'Europe l'ont été pendant une grande partie de leur histoire? C'est quelque chose que les réalistes ne comprennent pas. Mais je pense que nous devons être sensibles à la particularité culturelle en jeu ici. Eh bien, je trouve cela souvent fascinant, notamment en ce qui concerne la manière dont ils se comportent dans le système international. Comment comprennent-ils l'harmonie en Chine? Parce que bien sûr, nous utilisons aussi le mot « harmonie » en Occident. Mais l'idée d'harmonie que nous avons souvent en Occident repose sur l'hypothèse que si tout le monde adopte la démocratie libérale, c'est en quelque sorte la thèse de Francis Fukuyama, si nous nous conformons tous à la démocratie libérale, plus précisément au modèle américain, alors nous connaîtrons une paix perpétuelle. Il y aura harmonie entre les États. Mais dans la rhétorique chinoise, on entend souvent le mot « harmonie » utilisé non pas comme une uniformisation, mais plutôt comme une coexistence pacifique entre ce qui est différent. En somme, les civilisations, les cultures et les sociétés demeurent différentes. Mais la question est alors, comment parvenir à l'harmonie et à la bonne entente? En d'autres termes, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un vainqueur. L'un n'a pas besoin d'imposer sa forme de gouvernance à l'autre. Pensez-vous que c'est une manière juste de voir les choses? Oui, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord. En partie, c'est une question de mauvaise traduction, car le caractère chinois est généralement traduit par harmonie. Mais en anglais, quand on entend harmony, surtout dans un contexte politique, on ne fait pas la distinction. Cela évoque la conformité ou l'uniformité. Cela a des connotations vaguement inquiétantes. Si le gouvernement dit « je veux promouvoir l'harmonie », c'est un peu préoccupant, non? Mais l'idée chinoise d'harmonie, le dicton le plus célèbre, probablement tiré des Entretiens de Confucius, peut se traduire par quelque chose comme « les personnes exemplaires recherchent la diversité et l'harmonie, plutôt que la similitude ou la conformité ». Il y a donc une distinction explicite. Ce sont les personnes mesquines, les xiaoren, qui se soucient de l'uniformité et de la conformité. Mais les personnes exemplaires, tout d'abord, cette idée de « eux », reconnaissent le pluralisme, la diversité et même le conflit. La question est, comment y faire face? Nous devrions y faire face de manière pacifique. Et d'une certaine façon, c'est que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Les métaphores utilisées sont en réalité similaires à celles de l'anglais. Quand on pense à l'harmonie musicale, c'est assez semblable, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'une seule note. Il y en a plusieurs qui ensemble créent la beauté. C'est similaire. Mais ils utilisent aussi d'autres métaphores, comme celle de la soupe. Un seul ingrédient a un goût fade, comme le sel. Il faut ajouter différents ingrédients pour faire une soupe plus savoureuse, n'est-ce pas? C'est aussi politique. Si vous êtes un dirigeant et que vous n'écoutez qu'un seul point de vue, c'est Tong. C'est la similitude. C'est une recette pour le désastre, car vous ne reconnaîtrez jamais vos erreurs, vous ne vous améliorerez jamais, vous n'apprendrez jamais.
C'est pourquoi un dirigeant doit avoir des points de vue différents. La conception harmonieuse du leadership consiste à reconnaître explicitement qu'il faut avoir des points de vue différents, puis à essayer de faire en sorte que ces points de vue fonctionnent ensemble d'une manière harmonieuse qui n'entraîne pas de conflit, ou du moins pas de violence. C'est cela l'idée. Sur le plan international, l'idée d'harmonie, exactement comme vous venez de le dire, ne signifie pas qu'il existe un seul modèle économique ou politique. C'est une reconnaissance explicite de la différence et du pluralisme. Mais la question est alors, comment concilier cela de manière non violente, et parfois aussi de manière à ce que le tout soit supérieur à la somme de ses parties. Ce sont là les connotations immédiates que véhicule cette idée dans la langue chinoise. En anglais, elle entraîne d'autres connotations. À un certain niveau, c'est donc réellement une mauvaise traduction. Si nous pouvions traduire « he » par diversité et harmonie, ou même différence et harmonie, je pense que les anglophones le comprendraient mieux, sans toutes ces incompréhensions. Oui, c'est une excellente façon de voir les choses. Bien sûr, quand on connaît la langue chinoise et qu'on est capable de l'analyser ainsi, c'est une très bonne manière de l'expliquer. Mais quand on regarde la Chine, l'une des raisons pour lesquelles elle est souvent crainte en Occident ne tient pas seulement au malentendu sur son système politique. C'est aussi à cause de sa puissance pure et simple. Ce n'est pas seulement sa taille, son territoire, et bien sûr sa population immense. Mais ce que le monde n'avait encore jamais vu, c'est cette ascension économique spectaculaire, passant d'une pauvreté extrême dans les années 70 et au début des années 80 à cette croissance incroyable. Selon vous, quelle est la recette de la Chine derrière cette ascension économique? Je pense que c'est une excellente question. Je crois qu'il existe des facteurs sous-jacents plus profonds, culturels, selon la manière dont on veut les qualifier. L'un d'eux est cette idée que l'État a une forte obligation de lutter contre la pauvreté. Cela remonte très loin dans l'histoire chinoise. Les Confucéens y croyaient. Les Confucéens se soucient de la moralité, mais ils sont aussi réalistes dans le sens où, si les gens peinent à trouver leur prochain repas, il est difficile d'être moral, de se soucier des besoins et des intérêts des autres. Il faut donc d'abord résoudre la question de la pauvreté, notamment par la réforme agraire, afin de s'assurer que chacun dispose d'une parcelle de terre garantissant une sécurité matérielle de base. Ensuite, on peut réfléchir à la manière d'éduquer les gens et de les rendre plus. Ainsi, tout au long de l'histoire chinoise, cette idée a été institutionnalisée. L'État a une forte obligation de lutter contre la pauvreté, de minimiser les risques de famine, et ainsi de suite. Bien avant, en Occident, l'idée que l'État ait l'obligation de s'occuper de la pauvreté n'a qu'environ 400 ans d'histoire. Avant cela, oui, Aristote reconnaissait le problème des différentes classes, mais c'était en raison de l'instabilité. Jusqu'à récemment, on n'a jamais considéré que l'État avait le devoir de s'occuper de la pauvreté. Quoi qu'il en soit, l'État devrait œuvrer à améliorer le bien-être matériel des gens. Pourquoi l'idéal communiste a-t-il trouvé un écho en Chine? C'est en partie à cause de cet idéal plus ancien, selon lequel les socialistes, les confucéens et d'autres encore s'accordent à dire que l'État a l'obligation de s'occuper de la pauvreté. De plus, dans la tradition confucéenne, une partie de la culture politique qui façonne la vie quotidienne des gens repose sur cette vision intergénérationnelle du bien-être. Nous nous soucions des intérêts futurs. Nous sommes prêts à travailler dur pour nos enfants et nos petits-enfants, et nous allons épargner pour l'avenir. Nous accordons la priorité à l'éducation avant tout. Ainsi, une fois que les conditions adéquates ont été réunies pour que ces valeurs culturelles et politiques plus profondes puissent être mises en œuvre, cela a permis le décollage de la Chine.
qui, comme vous le dites, ne s'est réellement produit qu'au cours des 4 dernières décennies environ. Mais il faut que certaines politiques soient en place, n'est-ce pas? Les responsables politiques ou publics devaient être récompensés en fonction de la performance économique et de la croissance. Et il fallait aussi que les gens puissent évoluer dans un environnement où ils pouvaient gagner de l'argent pour eux-mêmes et leurs familles, sans craindre d'être trop imposés ou expropriés. Et ces politiques ont également été mises en place. Ainsi, tous ces facteurs, les facteurs culturels plus profonds, cette vision du monde, cette idée que l'État a l'obligation de lutter contre la pauvreté, puis, par la suite, au cours des dernières décennies, une structure d'incitation pour les responsables publics et pour la population, tout cela a permis ce décollage. Pendant les premières décennies, il s'agissait d'une croissance purement économique. Mais désormais, on reconnaît que cela ne suffit pas. Il faut se soucier de la réduction de la pauvreté, de la diminution de l'écart entre riches et pauvres, de la durabilité environnementale, et ainsi de suite. Cela devient donc plus complexe. Mais tous ces facteurs doivent être réunis. Et en ce sens, peut-être qu'ici aussi, il est difficile d'exporter ce modèle. Je reviens tout juste de Wuhan, où j'ai donné quelques discours. J'y expliquais que, bien sûr, il existe de grandes différences, mais aussi certaines similitudes entre le système américain et l'économie chinoise. Après que les États-Unis ont obtenu leur indépendance, Alexander Hamilton craignait qu'une dépendance économique excessive envers la Grande-Bretagne ne rende leur indépendance politique fragile, voire intenable, à long terme. C'est pourquoi le système américain reposait sur 3 piliers: l'industrie manufacturière, la connectivité physique, c'est-à-dire les routes et les ports, et enfin une banque nationale. C'était la base économique des États-Unis, destinée à consolider leur indépendance politique. J'ai soulevé ce point parce qu'en Chine, on peut observer, et pas seulement en Chine, mais aussi dans de nombreux pays qui suivent un modèle similaire, même s'ils ne l'appellent pas ainsi, des politiques industrielles très puissantes et une ambition d'établir une souveraineté technologique. C'est donc le premier pilier. Le deuxième pilier, ensuite, est la connectivité. Bien sûr, il existe d'immenses projets d'infrastructures à travers la Chine, mais aussi désormais dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route à l'échelle mondiale. Et le troisième pilier, bien entendu, concerne le développement par la Chine de ses banques de développement, de ses systèmes de paiement et de ses expérimentations avec différents types de monnaies nationales pour le commerce. Une partie de cela relève de la souveraineté nationale. Le reste vise à former un système multipolaire. Mais je suppose que le point que je voulais souligner, c'est que une grande partie de ce que fait la Chine aujourd'hui ne devrait pas nous sembler si étranger. Parce que dans le capitalisme industriel des États-Unis au XIXe siècle, il existait cette idée selon laquelle il fallait taxer les rentiers, ceux qui extraient de la richesse sans contribuer au processus de production. Et nous avons utilisé cet argent pour financer les infrastructures et l'éducation, ce qui a renforcé à la fois la compétitivité économique et le niveau de vie. Même Adam Smith parlait de la nécessité de rendre le capitalisme plus moral, de le réformer. Donc ce que font les Chinois n'est pas vraiment si étranger. Cela ne devrait pas nous sembler si étranger. Mais voyez-vous la Chine capable de maintenir ce modèle? Parce que si l'on regarde les États-Unis aujourd'hui, l'économie est très financiarisée. Tous ces principes du XIXe siècle semblent avoir disparu, ce qui est bien regrettable. Pensez-vous que la Chine ait une meilleure capacité à conserver ce modèle de développement économique? Oui, donc ce que vous avez dit est tout à fait fascinant. Établir ces parallèles. Et comme vous le soulignez, des politiques industrielles étaient assez courantes aux États-Unis avant le XXe siècle et ont contribué à soutenir leur essor économique.
Il y a donc des parallèles. Il y a aujourd'hui un penseur, il était auparavant à l'Université du Michigan, un chercheur nommé Martin Powers. Il est maintenant à l'Université de Pékin, Beida. Et il soutient que les systèmes politiques et économiques chinois ont en réalité exercé une grande influence sur les pères fondateurs américains. Ainsi, la relation de causalité pourrait même venir de là. Maintenant, savoir si la Chine peut maintenir son modèle, eh bien, qui peut prédire l'avenir? Mais une raison d'être plus optimiste à propos de la Chine est qu'en fin de compte, l'État était ou le bien-être du peuple, et pour contenir les entreprises qui accumulent trop de pouvoir. Parce que les entreprises, par leur nature même, se soucient avant tout du profit, de l'avantage de leurs actionnaires, n'est-ce pas? Donc en Chine, pour le meilleur ou pour le pire, dans un avenir prévisible, aucune entreprise ne deviendra plus puissante que, disons, l'État, ou du moins ne pourra exercer une influence substantielle sur la politique de l'État. Je pense donc que c'est une raison d'être un peu plus optimiste quant au développement économique de la Chine. Cela dit, bien sûr, la Chine fait face à d'énormes défis. Des défis démographiques, des défis budgétaires, à différents niveaux de gouvernement. Je ne dis donc pas qu'il faille être excessivement optimiste quant à l'avenir de la Chine. Et aussi, franchement, le type d'environnement international qui renforce les forces paranoïaques au sein de l'appareil de sécurité chinois est parfois une mauvaise nouvelle pour le développement économique. Je veux dire que les États-Unis, et peut-être dans une certaine mesure d'autres puissances occidentales, semblent déterminés à faire tout leur possible pour saper l'essor économique de la Chine, en particulier son développement technologique. Et cela renforce les forces paranoïaques au sein du gouvernement et de l'appareil de sécurité chinois, au détriment de ceux qui favoriseraient la réforme économique et l'ouverture. C'est donc une raison de ne pas être trop optimiste à propos de la Chine. Cela dit, je pense que si les puissances occidentales se détendaient un peu à propos de la Chine et encourageaient une coopération plus évidente sur le changement climatique, la régulation de l'IA et les armes nucléaires, cela aiderait réellement. L'Occident, les acteurs extérieurs ne peuvent pas changer la Chine, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est permettre à certaines forces en Chine de réaliser des choses qui seraient autrement difficiles. Vous savez, nous l'avons vu par exemple lorsque la Chine a rejoint l'OMC. Cela a entraîné des licenciements massifs. Mais ensuite, les réformateurs pouvaient dire « Regardez, c'est pas de notre faute. Nous avons rejoint l'OMC, nous devons le faire. » Et maintenant, si quelque chose de similaire se produit, le camp de la sécurité pourrait dire « Regardez, ce n'est pas de notre faute. Les États-Unis essayent de nous mettre la pression. Bien sûr que nous devons faire cela. S'il y en avait moins, cela renforcerait, je pense, les forces réformatrices et plus ouvertes d'esprit, appelons-les ainsi, au sein du système politique chinois à l'avenir. Du moins, c'est mon opinion. C'est un bon point de dire que la Chine, quelle que soit son idéologie ou son modèle politique, utilisera sa puissance économique pour façonner le monde qui l'entoure. Bien sûr, en Occident, on met souvent beaucoup l'accent sur la coercition économique. On emploie tous ces termes comme l'initiative, la ceinture et la route, en la qualifiant de piège de la dette et ainsi de suite. Mais comment voyez-vous l'utilisation de la puissance économique de la Chine sur la scène internationale? Eh bien donc, je veux dire évidemment, ce débat est en partie empirique et nous devons examiner les études. Mais de manière générale, le système politique en Chine, il y a des problèmes internes liés à une capacité industrielle excessive. Ainsi, l'initiative La ceinture et la route a été en partie, sinon principalement, influencée par le besoin d'atténuer une partie de cela et d'en promouvoir une partie à l'étranger. Maintenant, encore une fois, cela revient à ce que je disais plus tôt. Si cela pouvait être fait d'une manière mutuellement bénéfique
pour la Chine et les autres pays, ce serait très bien, n'est-ce pas? Parfois, bien sûr, cela ne fonctionnait pas toujours, la Chine étant perçue comme une sorte de puissance dominante. Mais dans l'ensemble, les autres pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route ont généralement accueilli cela favorablement. Et il y a de bonnes raisons à cela, car elle était perçue comme une situation gagnant-gagnant. Encore une fois, je ne suis pas un expert, et nous devons examiner ce que disent les sciences sociales. Mais certainement, la vision journalistique en Occident, selon laquelle il s'agirait uniquement de contraindre d'autres pays et de les piéger dans des dettes afin de les rendre plus dépendants de la Chine, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui motive cette politique, ni le résultat du système politique. Je veux dire, une autre manière dont le système politique influence la politique économique extérieure de la Chine, c'est que comme beaucoup d'entreprises sont des entreprises d'État, elles peuvent adopter une vision à plus long terme et absorber des pertes à court terme. Promouvoir des infrastructures à l'étranger prend parfois, vous savez, 5 ans, 10 ans, voire plus longtemps, avant que cela ne devienne rentable. Ainsi, la politique économique extérieure de la Chine tend à avoir une perspective plus à long terme, certainement par rapport à d'autres pays. Cela tient en partie au fait que son système politique encourage cette réflexion à long terme. Eh bien, les Chinois appellent cela une montée pacifique. C'est ce qui a défini leur croissance économique. Dans mon interprétation géoéconomique, j'y vois le développement de l'économie sans attirer trop l'attention des grandes puissances, qui le regarderaient avec une certaine inquiétude. Donc, encore une fois, dissimuler sa force tout en se développant intérieurement et essayer de ne pas créer de vagues qui attireraient trop d'attention négative. Mais au fond, c'est en grande partie temporaire, car à un certain moment, la Chine atteindrait une taille telle que sa présence se ferait inévitablement sentir davantage. Au départ, les États-Unis étaient plutôt satisfaits que la Chine reste à l'écart des affaires internationales. Mais ensuite, bien sûr, en voyant la Chine se développer, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils voulaient que la Chine fasse entendre sa voix, car ils souhaitaient savoir quel type de Chine émergerait lorsqu'elle deviendrait plus puissante. Et nous voyons maintenant que la montée pacifique s'est poursuivie. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise interprétation, mais cela s'est désormais traduit par cet esprit de Shanghai. Autrement dit, oui, nous sommes désormais, vous savez, une grande puissance, mais nous continuerons à poursuivre ces jeux à somme positive, fondés sur le bénéfice mutuel. Mais étant donné qu'ils ont dépassé le système économique dirigé par les États-Unis et que ce système lui-même s'est en grande partie épuisé, il est désormais tout à fait clair que le rôle de la Chine deviendra inévitablement beaucoup plus important dans le système international. J'en viens donc à ma dernière question. Comment la Chine se comportera-t-elle une fois devenue la puissance dominante? Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, si l'on considère la parité de pouvoir d'achat, la Chine est devenue la première puissance économique en 2014. Mais on suppose souvent qu'elle chercherait à instaurer un système hégémonique semblable à celui des États-Unis. Et c'est généralement là que se situe la divergence. La Chine sera-t-elle fondamentalement différente, ou deviendra-t-elle, ou cherchera-t-elle à devenir une autre puissance hégémonique? Donc oui, cela revient à ce que nous disions plus tôt. Je veux dire, il n'y a aucune aspiration en Chine à exporter son système politique. Donc cela n'arrivera pas. Si d'autres pays souhaitent en apprendre certains aspects, c'est très bien, et la Chine pourrait aider en matière de formation et d'éducation à cet égard. Mais l'idée que la Chine veuille exporter son système politique, qui est reconnu par les intellectuels et les réformateurs politiques comme étant vraiment propre à la Chine, en raison de sa taille, de sa culture politique et de ses conditions nationales,
cela n'arrivera pas. Donc penser que la Chine ferait cela, à mon avis, est une incompréhension. Comme mentionné, si l'on regarde ce qui est enseigné dans les écoles et ce que disent les dirigeants, rien ne permet de supposer que la Chine agirait ainsi. Ce que la Chine pourrait être disposée à faire, c'est collaborer avec d'autres puissances sur les défis mondiaux. Je veux dire, comme ils le font actuellement, sur des questions telles que le changement climatique et l'énergie verte, et plus tard, espérons-le, sur des sujets comme la régulation des armes nucléaires, de l'IA et la gestion des pandémies futures. Le principal obstacle à la coopération mondiale aujourd'hui est bien sûr les États-Unis, et non la Chine. Vous savez, même des choses comme le fait que la Chine ne cherche pas vraiment à perturber le système politique. Tout ce qui maintient la stabilité est acceptable si cela permet la croissance économique et la coopération. Ainsi, même dans la région Asie-Pacifique, disons dans 10 ou 20 ans, s'il y a un gouvernement américain plus ouvert à la collaboration avec la Chine et qui dit « organisons des patrouilles militaires conjointes dans la région Asie-Pacifique », c'est le genre d'initiative à laquelle la Chine pourrait très bien être favorable. Donc cela pourrait arriver, mais la Chine n'essaierait pas unilatéralement d'exporter son modèle politique, ni d'utiliser la force militaire au-delà, vous savez, de ce qui est considéré comme la Chine proprement dite. Je veux dire, c'est presque inconcevable. Bien sûr, des choses peuvent se produire, mais c'est extrêmement improbable. C'est étrange, j'étais justement en Australie hier, et c'était fascinant d'apprendre que depuis le début du 19e siècle, il existe en Australie cette peur d'une invasion chinoise. Cela me paraît tellement fou. Mais cette peur est toujours là. Comment peuvent-ils croire cela? Cela repose en partie sur une mauvaise compréhension de la Chine, peut-être même en partie sur un certain élément de racisme. Sinon, c'est difficile à comprendre. Oui, j'ai vécu, enfin travaillé, en Australie pendant 14 ans. Par le passé, ils avaient cette expression qu'ils appelaient le péril jaune, c'est-à-dire qu'ils se voyaient comme un petit avant-poste européen en Asie, entouré de ces immenses géants asiatiques. Ce genre de pensée a donc façonné leur politique étrangère. Faire tout ce que font les Britanniques, parce qu'il fallait s'y rattacher. Et puis, bien sûr, quand les États-Unis ont pris le relais en tant qu'hégémon mondial, ils se sont étroitement liés à eux. Aujourd'hui, bien sûr, l'Australie a changé. Je ne prétends pas le contraire. Son économie a tenté de concilier cette histoire européenne avec sa géographie asiatique. Mais il subsiste encore cette mentalité selon laquelle il faut choisir entre la Chine et les États-Unis. On la retrouve toujours dans la politique. L'idée que les Chinois pourraient venir nous menacer, que nous avons besoin de l'Indonésie comme bouclier, que nous avons besoin de bases américaines ici. Il vaut mieux affaiblir la Chine, car sinon, on ne sait pas ce qui pourrait arriver à l'avenir. Et le système éducatif aussi. Je veux dire, j'ai été choqué d'apprendre qu'il y a à peine quelqu'un dans les universités qui enseigne la philosophie et la culture politique chinoise. Je veux dire, comment peut-on comprendre le pays sans cela? Eh bien, je suis plutôt optimiste à propos de ce que vous avez dit, car, avec l'expérience propre de la Chine, lorsqu'elle ne recherchait que le pouvoir, elle a eu un gouvernement de courte durée, d'environ 15 ans avant qu'il ne s'effondre. Et c'est un thème récurrent dans les relations internationales. Dans la victoire, les grandes puissances finissent souvent par se vaincre elles-mêmes, car les États ne peuvent pas se contenir. C'est là le problème essentiel. Ainsi, lorsque les États-Unis sont sortis de la guerre froide et que l'Union soviétique s'est effondrée, cela a été célébré comme une victoire. Mais, comme l'ont soutenu des universitaires éminents tels que Stephen Walt, le problème des États-Unis à ce moment-là, c'était eux-mêmes.
C'était ce gorille de 500 livres, 100 personnes pour le contenir. Et il ne semblait pas raisonnable de penser qu'il pourrait se contenir lui-même. Alors, à quoi pouvait-on s'attendre? Il commencerait à s'étendre dans toutes les directions, à faire preuve d'imprudence. Et au bout d'un moment, tous les coups commenceraient à s'accumuler, et cela finirait par détruire les États-Unis. Maintenant, je pense que cela ne concerne pas seulement les États-Unis. Bien sûr, c'est là le problème, le coût de l'hégémonie. Néanmoins, il est intéressant de se demander si la Chine possède les caractéristiques internes, lui permettant, je suppose, de modérer et de limiter ses ambitions de puissance. Juste une petite remarque. On disait autrefois la même chose des États-Unis. Si l'on regarde des économistes comme Friedrich List, il faisait déjà remarquer en 1827 que la politique économique américaine n'était qu'au nom de la liberté. Il ne recherchait que la liberté et l'indépendance, contrairement aux Britanniques, qui visaient l'hégémonie. Mais, bien sûr, dans les années 1840, le sentiment avait un peu changé. Désormais, les Britanniques devaient s'allier à l'Allemagne, car il fallait contenir la puissance brute des États-Unis. Cela suggère donc, en quelque sorte, que le pouvoir finit toujours par influencer les intentions. Mais oui, une dernière question. Je pensais à la Chine, où j'ai aussi ressenti tout cet optimisme autour de l'ouverture, et à quel point cela a été gratifiant. Mais je me demandais dans quelle mesure cela a été la cause des 40 dernières années très favorables d'ouverture grâce à la mondialisation et à l'intégration aux marchés internationaux. Car cela a très bien fonctionné pour la Chine. Elle a connu une prospérité considérable. Je pose la question parce que si les États-Unis parvenaient à affaiblir la Chine en la réduisant essentiellement en taille, en détruisant son économie, cela ne pourrait-il pas changer tout le sentiment en Chine? Je veux dire, j'imagine que la Chine pourrait devenir assez en colère et rancunière, par opposition à cette idée optimiste d'harmonie et de gain à somme positive, si les États-Unis réussissaient à briser son économie. Oui, eh bien, je ne pense pas que les États-Unis pourraient réussir parce que, enfin, c'est vrai que la Chine dépend des exportations et que la mondialisation lui a été bénéfique à cet égard. Mais la Chine est un immense pays avec un vaste marché intérieur et c'est vraiment le cœur de son économie. En plus, maintenant, les Chinois, je ne suis pas un expert, se tournent beaucoup plus vers le Sud global pour la coopération et les exportations. Donc oui, mais quand même, supposons que les États-Unis et d'autres puissances aient la capacité d'affaiblir le développement économique de la Chine. Est-ce que cela conduirait à plus de ressentiment en Chine? Je veux dire, bien sûr, cela rendrait les gens plus pessimistes. Et dans une certaine mesure, cela se produit en Chine. Même si certains secteurs de l'économie, comme l'intelligence artificielle et les énergies propres, se portent très bien. Il est aujourd'hui beaucoup plus difficile pour les jeunes diplômés d'université de trouver un emploi. Là où j'enseignais, lorsque j'étais doyen à l'université du Shandong, qui est une excellente université avec d'excellents étudiants, il devenait de plus en plus difficile pour eux de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Et cela engendre un certain pessimisme par rapport à la situation d'il y a, disons, 10 ou 20 ans en Chine. Mais à qui vont-ils en attribuer la faute? Tu sais, en ce moment, je ne pense pas qu'ils blâment vraiment le gouvernement chinois. Je veux dire, il y a eu un peu de ça en 2022, quand les excès de la politique du zéro Covid sont devenus évidents et qu'il y a eu beaucoup de ressentiment. Mais je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Les gens savent que c'est pas vraiment le gouvernement chinois qui est à blâmer pour les problèmes de la Chine, du moins pas dans une large mesure. Vont-ils blâmer les États-Unis ou d'autres pays d'essayer de faire pression sur la Chine? En partie, oui.
Mais cela irait-il jusqu'à ce que la Chine veuille, tu sais, entrer en guerre contre les États-Unis? Ce serait une idée folle. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement improbable. Alors, avant que vous ne partiez, où les gens peuvent-ils trouver votre travail? Parce que, comme je l'ai dit au début, j'adore tous vos livres. Êtes-vous présent sur des plateformes que nous devrions connaître? Eh bien, vous êtes très aimable. Et oui, moi, pas vraiment. Je veux dire, en Chine, tout le monde utilise WeChat, vous savez, Weixin. Mais bien sûr, oui, pas seulement les endroits habituels. Amazon en est un. Merci pour le... Oui, mes livres ont été publiés au cours des, disons, 20 dernières années par Princeton University Press, donc ils sont tous disponibles sur le site web de Princeton University Press. Merci. Oui, je laisserai un lien dans la description vers les différents livres. Encore une fois, je ne saurais trop les recommander. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mosse, et sur le commentaire, est-ce que je suis bien?